Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui, format un peu particulier puisque ce que je vous propose, c'est de revenir sur les 4 thématiques qui ont eu le plus de succès sur ma chaîne YouTube au cours de l'année 2021 par une sorte de compilation qui est donc l'objet de cette vidéo. On va revenir sur les 4 thématiques suivantes. La première, ça va être le fonctionnement d'Euronext, marché réglementé, marché non réglementé. La deuxième thématique va être sur l'inflation avec l'impact que peut avoir l'inflation sur la valeur des indices boursiers. La troisième thématique sera sur la puissance des intérêts composés et la dernière thématique sera sur les 3 types de PEA qui existent. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis à tout de suite, on y va. Alors compilation 2021, première thématique qu'on va revoir ensemble, c'est Euronext. Donc Euronext c'est quoi? Quelle est son organisation? Quels sont les différents marchés? On va regarder en deuxième thématique quelque chose qui revient sous les feux de l'actualité, qui s'appelle l'inflation. On va regarder l'impact sur votre pouvoir d'achat. En troisième thématique, on va revoir la puissance des intérêts composés. Et en quatrième thématique, on va regarder les différents types de PEA qui existent. Et pour ces 4 thématiques, à la fin de la vidéo que vous visionnez actuellement, vous aurez les liens vers les vidéos complètes qui développent de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus fouillée, ce que je vais vous résumer ici sous forme de compilation. Donc première thématique, qu'est-ce qu'Euronext? Donc Euronext, c'est une société qui organise les cotations en bourse de différents actifs ou de supports. Donc vous avez les obligations, vous avez les actions, vous avez les ETF, les varants, etc. Et Euronext est aussi une société qui est elle-même cotée en bourse. Donc la structure d'Euronext, actuellement Euronext organise des cotations sur 7 places. Paris, Amsterdam, Bruxelles qui sont les places historiques puisqu'elles ont fusionné en 2000. Puis après ça s'est agrandi avec Dublin, Lisbonne, Oslo et Milan qui a été racheté en 2021. Londres a été sorti au cours du Brexit. Donc ça représente environ 1400 sociétés cotées. Vous avez 60% des sociétés qui sont cotées sur Euronext Paris, 20% qui sont sur Amsterdam. Vous avez 60% de toute cette cote qui sont orientées vers les petites capitalisations boursières inférieures à 150 millions de capi. Et donc vous avez 2 types d'organisation de cotation des sociétés. Elles sont soit sur un marché réglementé, soit sur un marché non réglementé. Ces notions sont importantes quand on est un investisseur et je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des marchés réglementés et non réglementés et quels sont les impacts? Donc il faut comprendre que quand une société vient en bourse, il y a un équilibre entre les contraintes de la société, puisque si elle est en bourse, elle doit faire une certaine communication financière, d'avoir une certaine transparence dans ses comptes. Et en même temps, vous avez une protection des investisseurs. Donc il faut que la société elle ait des contraintes, mais pas trop. Et moins elle a de contraintes, moins ça protège les investisseurs. Donc c'est pour ça qu'ont été créés 2 compartiments de marché. Le marché réglementé qui s'adresse plutôt aux sociétés qui sont déjà de taille déjà plutôt correcte. Donc ça s'appelle les compartiments A, B ou C. Donc ce sont des sociétés qui doivent faire beaucoup de communication financière qui sont obligatoires. Et à ce moment-là, vous avez les minoritaires qui sont mieux protégés, notamment en cas d'OPA, tandis qu'à l'inverse, vous avez les marchés non réglementés qui sont plutôt dédiés aux petites sociétés qui débutent leur business. Donc ça s'appelle les compartiments Euronext Cross, Euronext Access et Access Plus. Donc ici, dans ce compartiment non réglementé, vous avez moins de communication financière qui sont obligatoires. Vous avez aussi moins de contraintes sur les OPA. Conclusion, il y a beaucoup moins de protection pour les minoritaires. La deuxième thématique qu'on va regarder, c'est l'inflation. Donc l'inflation, sa définition, c'est une augmentation générale des prix, des biens et des services. Donc pour pouvoir la mesurer dans le temps, je suis allé sur le site economagic.com et j'ai repris en fin de compte un indice américain qui trace en fait l'inflation au cours du temps depuis les années 1900. Donc j'ai tracé ici en mensuel l'indice d'évolution des prix avec une base 100 pris arbitrairement en 1967. Et donc on voit ici par décade que dans les années 1910, les prix ont doublé, il y a eu plus de 100%. Après, dans les années 1920, il y a eu moins 12%. Après, dans les années 1930, il y a eu moins 17%. C'était la grande déflation.
il y a eu les années 1940, 1950, etc., etc. Donc on voit que les prix à peu près depuis les années 2000 et 2010 sont un peu plus sous contrôle, avec à peu près entre 30 et 20% d'inflation par décennie. Donc ce qu'on peut constater, c'est que depuis 1940, les prix ici, donc ils ont fait x18 à peu près. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez des revenus à long terme, par exemple des loyers par rapport à de l'immobilier que vous avez, supposons qu'en 1980 vous aviez des revenus de $100, si vous voulez garder le même pouvoir d'achat à horizon 2020, eh ben ces $100 vont devoir devenir $330 puisque les prix ont été multipliés par 3,3. Donc voilà pourquoi une inflation est à prendre en compte sur des performances long terme. L'impact de l'inflation sur les actifs boursiers, donc j'ai repris là pareil l'indice CPI que je vous ai montré tout à l'heure avec par décade les variations, et j'ai repris ici un indice qui est le Dow Jones en mensuel depuis les années 1910. Et puis ce que l'on peut voir en fait lorsqu'on retraite de l'inflation, donc ici j'ai retraité le Dow Jones de l'inflation, c'est-à-dire que la variation des prix du Dow Jones, je les ai corrigés de l'inflation mise ici. Donc ce qu'on peut constater, c'est que dans les années 2010 à 2020, il y a eu plus 129% de performance du Dow Jones en déflaté. Il y a moins 30% dans les années 2000, etc., etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la Grande Dépression des années 1930 à 1940, le Dow Jones en déflaté a perdu 26%, alors qu'en fin de compte, en facial, il a perdu 40%. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'avec une très grosse augmentation des prix dans les années 1970, avec un doublement des prix, vous avez un Dow Jones qui a fait du quasi sur place. Pour autant, en fait, évidemment, déflaté quand les prix doublent, vous avez une performance quand vous faites du surplace qui est divisée par 2. Donc, en fait, la décennie où le Dow Jones a perdu le plus de pouvoir d'achat, entre guillemets, c'est les années 70 qui sont liées au fait que il y a eu une énorme inflation. Voilà en quoi l'inflation peut énormément affecter votre pouvoir d'achat, que ce soit sur des loyers ou que ce soit sur des indices boursiers. Depuis 1940, ce qu'on retient, c'est que les prix ils ont fait x18. Le Dow Jones, lui, il a fait 183, mais en fait, évidemment, si on retraite, le Dow Jones, depuis 1940, n'a fait que x10. Et ce qu'on remarque, c'est que en déflaté, le Dow Jones, début 1960, il a fallu attendre début 1990 pour qu'il retrouve à peu près le même niveau de pouvoir d'achat, entre guillemets. Troisième thématique, les intérêts composés. Donc, les intérêts composés est un concept hyper puissant pour créer beaucoup de valeur sur le long terme. Donc, le principe, c'est de réinvestir toute ou partie des intérêts que vous produisez chaque année. Donc, ce concept, il est énormément porteur de valeur et je vous ai donné un exemple ici avec 10% par an d'intérêts qu'on rajoute tous les ans au capital. Donc la première année, vous avez donc 100. Au bout d'un an, vous avez fait 10% d'intérêt, vous arrivez à 110. Au bout de 2 ans, vous avez fait 10% de 110, donc vous arrivez à 121, etc., etc. Ce qu'on remarque, c'est que ça nous fait une courbe qui est ensuite géométrique, plutôt exponentielle, alors que le cerveau, il a plutôt tendance à faire des représentations linéaires, à considérer qu'au bout, par exemple, de 19 ans, on va avoir 19 fois 10%. En plus, au lieu d'avoir quelque chose qui est plutôt proche des 600, alors que les intérêts composés sont plutôt mathématiquement proches des 600. Ce qu'on remarque, c'est que la 18e année, en fin de compte, vous avez une valeur des intérêts composés qui est de 50, qui correspond aux 4 premières années de gains que vous avez fait. Donc rien qu'en une année, vous avez fait 4 gains d'année. Voilà, c'est ça les intérêts composés. Chaque année qui passe, vous allez énormément créer de valeur en absolu, puisque vous allez faire des pourcentages de pourcentages. Dans un livre qui s'appelle la psychologie de l'argent, que je vous mets ici, que je vous recommande, parce qu'il va au-delà de la finance, ils expliquent que le temps est un allié important dans les intérêts composés, et comme le dit Charlie Munger, la puissance des intérêts composés mérite qu'on n'arrête jamais de les composer. Donc il donnait comme exemple dans ce livre que Jim Simons, qui était le directeur du fonds Renaissance Technologies, il a fait une performance de 66% par an en brut, donc avant ses frais, depuis 1988. Donc ça, évidemment, c'est énorme. On ne sait pas comment il fait ça parce que c'est du pur quantitatif, mais par contre, la performance, elle est régulièrement publiée et donc c'est énorme, 66% par an.
Mais il fait ça depuis 1988. Et Warren Buffett, il fait une performance annualisée qui est beaucoup plus faible, de 21% par an, mais sauf que lui, il fait ça depuis beaucoup plus longtemps, depuis 1965, ce qui fait que ça fait plus de 70 ans que Warren Buffett investit, depuis l'âge de 11 ans, tandis que Jim Simons, il a trouvé, on va dire, sa voie que depuis qu'il a 50 ans en 1988, et au final, vous avez Warren Buffett qui est 4 fois plus riche de Jim Simons. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la formule des intérêts composés où votre capital au bout de N années, c'est le capital de départ multiplié par 1 plus le taux de votre performance annuelle puissance nombre d'années, c'est vraiment la puissance nombre d'années qui est beaucoup plus importante quand vous arrivez sur des années 20 ans, 25 ans, 30 ans. La différence, ça va se faire là plutôt que sur le taux. Vaut mieux faire un taux plus faible pendant 30 ans plutôt qu'un taux beaucoup plus fort mais que vous ne tenez que 10 ans. Alors la quatrième thématique qu'on va voir, c'est donc le PEA. Donc le PEA tout court parce qu'il y a 3 PEA. Donc le PEA est un plan d'épargne en action, donc c'est le plus ancien de la famille des PEA, il a été créé en 1992. Donc il est pour les personnes physiques, résidents français, plus de 18 ans et indépendants fiscalement, et il y a un seul PEA par personne. On ne peut pas ouvrir de PEA pour si on est expatrié, on ne peut pas ouvrir non plus de PEA pour une société, et il n'y a pas non plus de PEA pour les mineurs. Et pour les personnes qui sont mariées ou pacsées, chacune peut ouvrir un PEA parce qu'il n'existe pas de PEA joint. Donc l'alimentation du PEA, vous pouvez le faire uniquement en numéraire. Donc vous versez quand vous voulez et la limite c'est de 150 000 € par PEA, donc par personne. Les actifs qui sont éligibles, ce sont donc des actions de sociétés européennes et des produits financiers qui sont éligibles comme des fonds, des ETF, des certificats. Et le tout se fait au comptant. Il n'y a pas de levier dans le PEA. Et il existe des produits structurés qui permettent de copier la performance de certains actifs étrangers de l'Union européenne. Donc par exemple, il existe des trackers qui copient la performance du Nasdaq. Donc vous pouvez mettre des bouts de performance du Nasdaq au sein de votre PEA. Donc les avantages du PEA, c'est essentiellement la fiscalité avec l'impôt qui est décalé. Donc ça offre du levier sur les intérêts composés. C'est-à-dire qu'au lieu de payer vos impôts tous les ans, vous allez payer uniquement lorsque vous allez faire votre premier retrait. Donc si vous ne faites pas de retrait pendant 20 ans ou 30 ans, pendant 20 ans ou 30 ans, vous allez payer 0 impôt. Et tout l'argent que vous allez bénéficier de ces impôts pas payés, ils seront à votre disposition pour pouvoir réinvestir au sein de l'enveloppe PEA. Donc tant qu'on ne fait pas de retrait, on ne paye pas d'impôt, ni CSG, ni RDS. Il faut savoir aussi que l'impôt sur le PEA est à hauteur de 17,2%, que j'ai arrondi ici à 18%, tandis que l'impôt sur les comptes titres, il est plafonné à 30%, c'est la flat tax. Donc j'ai mis ici une performance annualisée de 2 courbes de 10% par an. Donc la courbe ici supérieure, c'est celle du PEA où vous ne payez pas d'impôt pendant 30 ans, puis la dernière année, vous retirez tout et vous payez vos 18% d'impôt de tout ce que vous avez généré comme plus-value, donc plus-value, dividendes, etc. Et on voit qu'on arrive à quelque chose comme 1400 en partant de 100. Tandis qu'ici, j'ai créé un compte titre où on valorise à 10% par an, mais avec un impôt de 30%. Donc ça revient à valoriser la performance à 7% par an. Et on voit qu'au bout de 30 ans, en fait, on a une performance qui a fait quelque chose comme entre x8 et puis x9 net d'impôt. Tandis que le PEA, on arrive à quelque chose qui a fait x14 net d'impôt. Donc voilà comment vous pouvez bénéficier de ce qui s'appelle les intérêts composés au sein du PEA, sous réserve que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA pendant de très nombreuses années. Le deuxième PEA qui existe, c'est le PEA PME. Donc c'est une sorte d'extension du PEA. Ça a été créé en 2014, donc c'est dédié aux PME et aux ETI. Donc les conditions d'ouverture, la fiscalité et les retraits, c'est identique au PEA. Tout ce qui est plafond de versement du PEA PME, c'est lié à l'existence d'un PEA tout court, avec un plafond qui peut être cumulé à 225 000 € par personne. Donc si je vous fais l'exemple d'un conjoint 1 et d'un conjoint 2, prenons le cas numéro 1 où le conjoint 1 n'a pas de PEA, alors à ce moment-là, dans son PEA PME, il peut mettre 225 000 € puisque c'est le plafond du cumul. Et si je prends le cas 2 ou le cas 3 où la personne a déjà un PEA et qu'il a déjà versé sans atteindre le plafond, à ce moment-là, le complément peut être fait
sur PEA, PME. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt le cas numéro 4. Vous versez au maximum 150 000 sur le PEA et vous mettez le complément dans le PEA, PME à 75 000, tout simplement parce qu'au sein du PEA, vous avez beaucoup plus de choix d'actifs possibles qu'au sein du PEA, PME. Et pour le conjoint 2, c'est pareil. Ce qui fait que cumuler pour un conjoint et un conjoint 2, vous pouvez arriver à 225 000 x 2, donc 450 000 euros de capacité de versement au sein de cette enveloppe qui vous permet de faire des intérêts composés avec l'impôt que vous ne payez pas tant que vous ne retirez pas d'argent. Donc ce qui est plutôt un montant assez élevé pour une famille. Les derniers PEA qui existent dans la famille, c'est le PEA jeune qui a été créé en 2019. Donc lui, il fonctionne comme un PEA classique avec deux particularités, c'est-à-dire que on peut l'ouvrir uniquement pour un jeune majeur mais qui a moins de 25 ans et qui est rattaché fiscalement à ses parents. Et le versement est limité à 20 000 euros, mais ça reste quelque chose de plutôt pas mal pour commencer à investir en bourse. Donc je vous remets ici l'ensemble des vidéos que j'ai résumées ici sous forme de compilation et je vous rappelle l'existence de ma newsletter mensuelle gratuite. Pour vous inscrire, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous êtes inscrit automatiquement et vous allez recevoir ma lettre mensuelle dans laquelle je décris une société cotée qui est sur Euronext. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!